Fréquence Caraïbes. À vos droits, votre nouvelle émission de conseil juridique et des formations présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer, sur le territoire de la ville du Carbet, sur les 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier bien évidemment le www.rsc.com.fr pour ceux qui souhaitent nous écouter sur le net et partout sur la planète. Et donc nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et donc notre page web. Comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, nous parlons donc de juridique, de termes juridiques avec Maître Raspail. Bonjour Maître. Bonjour à toutes et à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue donc sur Fréquence Caraïbes pour À vos doigts. Donc on commence à prendre l'habitude, comme je le disais, tous les 2e et 4e donc mercredi du mois. Donc aujourd'hui, le thème choisi, Maître, donc c'est le bail rural. Oui, le bail rural, puisque c'est vrai que nous sommes dans un... Alors bien dans le micro, peut-être. Nous sommes dans un secteur agricole, le Nord Caraïbes. Et j'ai estimé qu'il fallait aussi que je m'adresse aux propriétaires terriens et aux agriculteurs. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de bail rural ? Le bail rural, c'est un contrat de location de terre ou de bâtiments agricoles par un propriétaire, qu'on appelle le bailleur, qui loue à un exploitant appelé preneur, en contrepartie d'un loyer, tout simplement. Cette mise à disposition permet l'exploitation et l'exercice d'une activité agricole. Donc le bail rural prend la forme d'un bail à ferme, c'est son nom, c'est son autre nom, ou beaucoup plus rarement d'un bail à métayage. Le bail à métayage précisément, c'est lorsque les produits de la récolte sont partagés entre le bailleur et l'exploitant agricole. D'accord, très bien. À l'issue de ça, je suppose, lorsqu'on parle de partage, il y a de quoi, comment dire, administrativement il faut rédiger un contrat. Voilà. Le bail à ferme, le bail rural, c'est un contrat écrit. Il faut qu'il soit écrit. Alors, de quoi s'agit-il ? Les baux soumis au statut du fermage, c'est lorsque un propriétaire met à disposition un immeuble à usage agricole. Il faut savoir que immeuble, dans le langage juridique, ce sont des terres. C'est pas forcément des bâtiments construits. D'accord. Donc la mise à disposition à usage agricole d'immeubles, des terres, ça peut être aussi des bâtiments d'exploitation et ou une habitation. Pour qu'un bail rural soit formé, il faut qu'il y ait aussi une exploitation de cet immeuble pour y exercer une activité agricole. Sont réputées agricoles les activités suivantes, donc la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. D'accord. Donc dès lors que l'on sème, l'on plante, l'on récolte, c'est un cycle biologique. Les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production qui ont pour support l'exploitation d'un cycle biologique. Je prends l'exemple, on élève des poules pondeuses, on met ensuite les œufs en boîte et on vend les œufs. Donc c'est la commercialisation qui est dans le prolongement de l'élevage de poules pondeuses. Voilà. Il faut donc bien sûr un élevage et aussi des activités agricoles déterminées par la loi, comme la culture marine, certaines activités équestres, des marais salants, bon, on n'en a pas en Martinique, mais voilà, donc il faut que tous ces éléments-là soient réunis pour que l'on puisse
rédiger un bail à ferme ou un bail rural, d'activité agricole. Donc lorsque vous dites tous, il faut vraiment que tous ces points-là soient... Il faut au moins une activité agricole ou dans le prolongement de l'activité agricole. Très bien. Il faut qu'il y ait une terre, un immeuble vraiment réservé à l'exploitation agricole. Et puis, il faut aussi que dans le bail, on puisse convenir de l'essentiel, hein, le loyer. Le loyer. Voilà. Donc, le propriétaire de la terre met à disposition à un agriculteur qui a l'obligation d'exercer une activité agricole, moyennant finance le loyer. Très bien. Donc, 2 mots, maître, sur tout ce qu'on parle des baux qui sont donc soumis au statut de fermage, et notamment sous conditions. Voilà. Effectivement, il y a des baux soumis au statut du fermage, mais à certaines conditions. Dans certains contrats, les règles du bail ne s'appliquent pas dans toutes les situations. Il faut que certaines conditions soient réunies. Par exemple, en ce qui concerne la vente d'herbe. C'est vrai qu'on voit souvent des gens dans leur pick-up ici s'arrêter sur le bas-côté et puis arracher les herbes sur la voirie et puis pour nourrir leurs bêtes. Mais on peut prévoir aussi de vendre de l'herbe. Alors, le propriétaire qui a un terrain qui est en friche, peut décider de vendre l'herbe de son pré à un exploitant qui y réalise la fenaison ou qui fait paître ses animaux. Donc, il peut aussi simplement mettre la terre à disposition des animaux, juste pour manger en fait, voilà, pour paître. Donc lorsque cette vente d'herbe est consentie par le propriétaire, chaque année au même agriculteur, elle est considérée comme un bail rural. Mais si elle est limitée dans le temps et concerne plusieurs acquéreurs, il n'y a pas de bail rural. Donc en fait, pour que dans la situation d'une vente d'herbe, pour que cette vente-là rentre dans les conditions d'application du bail rural, il faut que la vente d'herbe se fasse au même exploitant agricole tous les ans. Voilà, au même tous les ans pendant un certain nombre d'années. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas l'exclusivité de la vente d'herbe, alors il n'y a pas de bail rural. Très bien. Il y a un deuxième point, notamment le point sur la prise en pension d'animaux. Oui, la prise en pension d'animaux peut être un bail rural sous condition. Le propriétaire de la terre, donc, prend en garde, entretient, nourrit et soigne les animaux d'une tierce personne contre un paiement. En général, c'est fait pour les chevaux. Lorsque cette prise en possession est réalisée de façon habituelle, elle constitue un bail rural et le statut s'applique. Encore une fois, la condition, c'est l'habitude, la régularité. Si le cheval, par exemple, ou bien les vaches sont gardés de manière ponctuelle pour 2-3 mois, etc., ils sont remis à leur propriétaire, il n'y a pas de bail rural. Mais si l'animal est là tout le temps, pendant des années, tous les ans, il y a l'échange, enfin les finances, quoi, hein, que le propriétaire de l'animal paye, à ce moment-là, on rentre dans l'application d'un bail rural, bail à ferme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à composer le 05 96 78 0203 ou 06 96 26 04 60. Donc voilà, avec Maître Raspail. Maître, tout serait trop facile, hein, donc effectivement, donc dans ces fameux baux, donc des baux exclus du statut de fermage. Oui, il y a des baux qui sont exclus du statut de fermage. Ça signifie que les règles que l'on applique à ce bail particulier, bail spécial, ne s'appliquent pas. C'est le cas des locations portant sur des forêts ou des biens du domaine forestier. C'est le cas aussi de locations conclues pour assurer l'entretien d'un terrain à proximité d'un immeuble d'habitation, donc une dépendance. Et c'est également le cas d'une convention d'occupation précaire. Ça signifie qu'on a un droit d'occuper, mais pour un temps déterminé. C'est un contrat de location qui permet d'occuper des lieux en échange d'une somme d'argent appelée redevance, d'un montant inférieur au prix du marché. Bon, c'est un peu ce que les gens font un peu dans certains coins du Nord, plutôt que de laisser leurs terres en friche et inoccupées parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la force de le faire. Ils mettent à disposition de l'agriculteur le terrain sans forcément rédiger un bail. Donc c'est une occupation précaire, par contre, ça ne protège pas l'exploitant de ce terrain parce qu'il paye une redevance qui est vraiment inférieure à la valeur de l'hectare qui est exploité. Ça, c'est des risques que prend des risques que prend le propriétaire, que peut prendre le propriétaire. Je pense que c'est un risque maîtrisé parce que l'occupation est précaire. L'occupation précaire signifie que l'exploitant
peut se faire facilement sortir du terrain puisqu'il n'a pas de bail rural. Donc il n'a pas de droit d'exploiter selon les lois applicables au bail à ferme. Mais en même temps, il a un intérêt, c'est qu'il paye une redevance qui est vraiment modique, une toute petite redevance. Donc ça a l'avantage pour le propriétaire de la terre de voir son terrain cultivé, nettoyé, défriché, exploité. Parce que ça entretient la richesse de la terre. Et en même temps, l'avantage pour le locataire, c'est qu'il vend les fruits de son exploitation moyennant une redevance qui est modique, donc il gagne. Mais effectivement, le jour où le propriétaire lui dit c'est terminé, ce sera terminé. 2 mots maîtres sur le bail de petite parcelle. Alors le bail de petite parcelle, c'est le contrat de location de terres agricoles de petite surface, par exemple de moins de 1 hectare dans certaines régions, qui ne doit pas constituer un corps de ferme ni une partie essentielle d'exploitation du locataire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indépendant de là où il exploite sa ferme et qui n'est pas l'essentiel de sa source d'exploitation et de revenus. Voilà. Très bien. À vos droits, tous les 2e et 4e mercredi du mois avec Maître Raspail, donc basé à Saint-Pierre, je vous rappelle. Si vous avez des questions, on parle de bail rural aujourd'hui, donc vous faites le 05 96 78 0203 ou 06 96 26 04 60. Maître, comment conclure un bail rural ou un bail à ferme? Alors, plusieurs règles doivent être respectées lors de la conclusion d'un bail rural. Alors, le bail rural s'applique donc à un bien immobilier à usage agricole, c'est-à-dire une terre ou un bâtiment d'exploitation agricole. On a vu que c'est dès lors qu'on a un cycle biologique végétal ou animal, etc., etc. Ou le support de commercialisation dans le prolongement de l'exploitation agricole. Il peut être conclu par 2 personnes physiques ou morales, par exemple une société agricole qui est propriétaire de la terre. Donc, 2 personnes physiques ou morales, à savoir le propriétaire agricole, donc le bailleur, celui qui possède la terre, et le locataire, le fermier ou le métayer, enfin c'est le preneur, voilà. Donc, le bailleur peut avoir un des statuts suivants. Il peut être un propriétaire jouissant de la pleine propriété, donc la terre lui appartient seule, exclusivement. Il peut être aussi usufruitier, c'est le cas de succession, où on a l'usufruit et pas encore la pleine propriété. Dans ce cas-là, il doit obtenir le consentement du nu propriétaire, c'est-à-dire que celui à qui appartient, auquel appartient la terre, ou à défaut d'accord d'une propriétaire, l'usufruitier peut demander une autorisation au juge. Bon. Donc, on peut être usufruitier, avoir le droit donc, de mettre en location une terre, puisqu'on a l'usage et le fruit. On peut être aussi un propriétaire indivisaire, qui doit quand même obtenir aussi le consentement de tous les indivisaires ou un mandat spécial. En général, c'est donné, parce que le but, c'est quand même de faire travailler la terre. Et puis, ça peut être aussi un époux bailleur si l'exploitation lui appartient personnellement. Le consentement de son époux ou épouse, partenaire de Pacs ou concubin est nécessaire s'il s'agit des biens communs. Voilà. Donc, voilà, c'est... Le bailleur peut être une personne physique et morale. Si le locataire n'est pas ressortissant de l'Union européenne, il doit adresser une fiche de renseignement, CERFA, à la Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM, pour obtenir sa carte d'exploitant agricole. Donc il faut quand même... n'est pas exploitant agricole qui veut. On s'enregistre. Un agriculteur est enregistré comme un commerçant est enregistré, comme un indépendant est enregistré. L'agriculteur, il est aussi enregistré parce qu'il doit répondre à... On doit vérifier qu'il exerce vraiment l'activité d'agriculteur et qu'il exploite vraiment. Alors, parlant d'enregistrement, maître, un contrat écrit est-il obligatoire? Un contrat écrit, oui. Le bail est écrit, c'est mieux, mais il n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, moi, en tant qu'avocat, je conseille forcément que le contrat soit écrit. Parce que c'est le meilleur moyen parce que vous avez vu qu'il y a des conditions pour certains baux soumis au statut du fermage. Donc, si on rentre dans ces activités de vente d'herbe ou de prise en pension d'animaux, effectivement, il vaut mieux que le bail soit écrit pour qu'on puisse rentrer et rapporter la preuve que les conditions sont remplies pour être soumis au statut du bail à ferme. Donc oui,
il faut, en plus, c'est un bail qui porte sur une terre, donc foncier, et cela signifie quand même que le droit du bail à ferme est attaché à une terre. Et donc, je pense que pour protéger le bailleur, et aussi pour protéger l'agriculteur, parce que la terre, c'est vraiment son lieu de travail. S'il n'y a pas d'écrit, c'est l'insécurité juridique. Il faut à ce moment-là rapporter la preuve qu'il est là depuis tant d'années, qu'il paye un loyer, enfin que les conditions sont remplies. Donc c'est après la charge de la preuve pèse sur le locataire, alors que s'il y a un contrat écrit, la preuve est écrite et elle est là. Donc je pense qu'il vaut quand même mieux avoir un contrat écrit que d'avoir à rapporter la preuve. Oui. Que le contrat existe dans les faits. On est protégé aussi. On est protégé dans les deux. Les deux parties sont protégées. En général, un contrat protège les parties au contrat. Voilà. Donc, et ça évite aussi d'avoir à rapporter la preuve qu'il est valable, parce que le bail rural verbal est valable, oui, certes, s'il répond aux caractéristiques du bail rural. Donc, ce sont autant de preuves qu'on n'a pas à rapporter s'il est écrit. Voilà. Donc, lorsque la durée du bail est supérieure à 12 ans, par contre, le bail doit être écrit et rédigé par un notaire. Alors, question que beaucoup de personnes peut-être intéressées se posent, maître, faut-il établir un état des lieux? Obligatoirement. Oui, ben déjà, il faut quand même arpenter le terrain. Il faut effectivement, on ne peut pas louer sans être venu voir déjà. Bon, maintenant, la loi n'oblige pas l'état des lieux. Mais dès lors qu'on prend possession de quelque chose qui ne vous appartient pas et qu'un jour ou l'autre on va remettre, donc il faut quand même être sûr de ce que l'on prend en location et de ce que l'on doit remettre. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux faire l'état des lieux, même dans le cadre d'un contrat de bail rural. Voilà. Mais quand même, je veux revenir, parce que on est passé à la question sur l'état des lieux, mais je répète, lorsque le bail est supérieur à 12 ans, oui, ce qui peut être prévu par écrit déjà, qu'on loue pour 12 ans, 14 ans, 15 ans, le bail doit être écrit et rédigé par un notaire. Très bien. Parce que ce bail-là sera enregistré ensuite à la publicité foncière. Ça donne un droit réel presque à l'agriculteur qui exploite, et là, ça le protège considérablement. Très bien. Donc on précise donc que le bail doit être résidé par un notaire s'il est supérieur donc à 12 ans. Voilà. Voilà. Bail rural, donc je rappelle, c'est le thème du jour donc, concernant donc à vos droits avec Maître Raspail. Maître, quelle est justement la durée du bail rural? La durée du bail rural, il existe plusieurs types de contrats d'exploitation de biens immobiliers à utilisation agricole. Donc il y a le bail ordinaire, je précise, parce que tout dépend du bail. La durée va dépendre du type de bail. Donc il y a le bail ordinaire, c'est le bail rural qui est en principe conclu pour une durée minimale de 9 ans. D'accord ? Cependant, les parties peuvent d'un commun accord mettre fin au bail avant le délai de 9 ans. Mais il faut un accord commun. Ok ? Si le locataire ne veut pas partir, on ne pourra pas l'obliger à partir avant 9 ans. Bon. Cette durée minimale peut exceptionnellement être réduite pour les cas suivants. Un bail conclu par une société d'aménagement foncier, l'établissement rural, donc la SAFER. Dans ce cas, la durée maximale est de 6 ans. Donc, si c'est la SAFER qui conclut le bail, elle peut le conclure pour 6 ans. D'accord. D'accord. Le bail concernant une petite parcelle, comme on a vu tout à l'heure, la parcelle ne doit pas dépasser une taille maximale fixée par un arrêté préfectoral, ni constituer une partie essentielle de l'exploitation ou du corps de ferme. D'accord ? Donc, et le bail d'1 an consenti temporairement en attendant d'installer un descendant. Donc voilà, ça c'était donc pour le bail ordinaire, voilà. Mais il existe aussi le bail à long terme. Le bail à long terme, c'est le bail qui est établi par un acte notarié, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est prévu pour au moins 12 ans. Donc il garantit une certaine stabilité au locataire. En contrepartie, le loyer est plus élevé que dans un bail ordinaire. Ah oui, parce qu'en fait, le propriétaire se dépossède de la jouissance pendant une longue période. Donc, c'est une façon pour lui de retrouver, de compenser cette perte pendant un certain temps.
Donc le contrat, le bail à long terme notarié peut prendre différentes formes. Bail de 18 ans. Il donne au locataire un droit au renouvellement par période de 9 ans. Donc quand on le conclut pour 18 ans, donc c'est dans le bail initial écrit, il est renouvelable au bout de 9 ans. Par tranche de 9 ans. Une fois qu'on a fini, que les 18 ans sont arrivés à leur échéance, il repart pour 9 ans. Ainsi de suite. Donc c'est un bail qui peut durer très longtemps. Et on ne peut pas l'interrompre. Très bien. Il y a aussi le bail des 25 ans. Bail de 25 ans, il s'arrête au bout de 25 ans ou peut continuer si les parties insèrent une clause de renouvellement automatique dans le contrat, c'est-à-dire par tacite reconduction. D'accord. On parle maintenant de bail de carrière. Oui, le bail de carrière, il est conclu pour une durée minimale de 25 ans. Il prend fin à l'exploitation de l'année culturale au cours de laquelle le locataire atteint l'âge de la retraite, fixé à 62 ans minimum par la MSA. Donc, c'est quand même le bail de carrière, comme il s'appelle, où finalement, un exploitant agricole va en faire son outil de travail jusqu'à la fin de son exploitation, de l'âge de travail en fait, et qui partira à la retraite après ce terrain-là. Voilà. Bien. Et enfin aussi, donc, il y a le bail accessible hors cadre familial. Oui, donc la durée dans ce cas est minimale est de 18 ans. Il peut être cédé par le locataire à toute personne autre que ses proches sans l'agrément du propriétaire. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des baux en général. Les agriculteurs sont agriculteurs de père en fils et donc ils se cèdent les baux entre descendants. Et dans ce cas, le locataire peut céder à toutes les personnes autres que ses proches sans l'agrément du propriétaire et la durée minimale est de 18 ans. Très bien, donc on dit donc deux bails, donc bail ordinaire et donc bail à long terme. Oui. Donc maître, comment est fixé le loyer, appelé aussi fermage? Oui, donc le fermage, c'est l'autre nom donné au loyer dans le cadre des baux ruraux. Donc si vous avez des fermages, le fermage, c'est le loyer. Donc le loyer est appelé fermage dans le bail rural ou à ferme, parce qu'il a deux expressions. Il faut distinguer deux types de fermage. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, lorsque c'est l'objet du bail de louer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, ou le loyer des bâtiments d'habitation. Alors, je vais me pencher sur les terres nues et bâtiments d'exploitation. Le prix de chaque fermage est établi en fonction d'un barème par le préfet du département. Déjà, ce n'est pas libre. Il y a un barème, enfin c'est libre, mais il y a un barème à respecter et qu'on doit vérifier dans le département. Ce barème fixe des maxima et des minima en fonction de plusieurs caractéristiques du bien loué. La qualité des sols, situation, importance et caractéristiques des bâtiments d'exploitation, etc. D'où, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'intérêt de faire un état des lieux du sol et les caractéristiques des bâtiments d'exploitation s'il y en a sur le terrain. Le loyer est payé selon les échéances fixées librement, par contre. Dans le contrat de bail, soit une échéance annuelle, soit deux échéances semestrielles. Donc, ce sont des échéances qui sont, comment dirais-je, elles seront importantes aussi par rapport à la durée du bail. Au cas où il y a un accident, je sais pas, de la vie, est-ce qu'avec un avenant, on peut modifier ce type d'échéance pour le contrat, ou il faut respecter ce qui a été... On peut toujours modifier un contrat, mais il faut l'accord des parties. D'accord, très bien. L'accord des deux parties. En général, les agriculteurs sont assurés. Leurs exploitations sont assurées. Donc, s'il y a un problème, les assurances doivent pouvoir, enfin, si les conditions de l'assureur sont remplies, pour pouvoir garantir le sinistre. Ou, voilà. Très bien. Donc, le loyer est payé selon les échéances fixées librement, donc une fois par an ou deux fois par an, donc semestriellement. Il peut être exprimé de l'une des façons suivantes. En général, le loyer doit être exprimé en euros. Il est revalorisé en fonction de l'indice national des fermages. Donc, il y a un indice un peu comme
les bâtiments à usage d'habitation, l'indice du coût de la construction. Donc il est revalorisé en fonction de l'indice national des fermages fixé chaque année par le ministre chargé de l'Agriculture avant le 1er octobre. Donc c'est aussi l'indice de référence qui sera indiqué dans le contrat de bail, à partir duquel on va pouvoir réviser, revaloriser le fermage. Lorsque le bail concerne des terres nues portant sur des cultures pérennes comme les cultures permanentes, viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles, le loyer peut être évalué en une quantité de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par le préfet du département aussi. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que le fermage peut être effectivement évalué par rapport à la superficie du terrain, nu ou bâti, la durée du bail, mais aussi en fonction des denrées en fait que peut en tirer comment dirais-je, l'exploitant agricole. Parce que si chaque centimètre carré de 4, 10, 15, 20 hectares est exploité, ça fait rentrer beaucoup d'argent aux locataires. Donc, on peut aussi évaluer le loyer en termes de quantité en fait, de denrées que l'exploitant peut y exploiter et vendre. D'accord. Voilà, donc c'est une façon aussi de faire un retour sur la vente pour le propriétaire. Maître, s'il y a des contestations, quelle est la démarche? Alors, si l'une des parties conteste le montant du fermage, donc le montant du loyer, ou peut-être la superficie de l'exploitation agricole, ou peut-être que le propriétaire fait un peu d'obstacle à l'exploitation, enfin bon, peu importe les causes, l'exploitant ou le propriétaire des terres peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. C'est un tribunal spécial qui a qu'une seule attribution juridictionnelle, c'est de statuer sur les litiges entre propriétaires agricoles et exploitants agricoles. Et c'est le tribunal paritaire des baux ruraux. On l'appelle aussi le TPBR pour aller plus vite. Voilà. Donc on le saisit par assignation, donc par voie d'avocat et d'huissier, ou alors par requête directement qu'on retire au tribunal, et le tribunal pourra fixer le fermage si c'est une question qui a trait au fermage. Alors, juste petite info, à savoir, en 2022, l'indice national des fermages, donc l'INF, est fixé à 110,26. Il est en hausse de 3,55% par rapport à 2021. J'explique à quoi sert et comment on utilise l'indice. Par exemple, un bail portant sur 25 hectares de terre nue à un loyer annuel en 2021 était égal à 3 450 € l'année. Pour 2022, ce loyer est revalorisé selon l'indice. Le loyer réactualisé est égal à 3 450 € plus 3,55% de ce montant égale 3 572. Donc comme pour les loyers à usage d'habitation, tous les ans, on peut réactualiser le loyer en le revalorisant de l'indice national des fermages qui sort tous les ans en octobre pour pouvoir faire augmenter le loyer en fonction de l'indice. Et on rappelle que c'est le ministère de l'Agriculture qui s'en charge. Hein. Exactement. Très bien. À vos droits, donc, tous les 2e et 4e donc, mercredi du mois avec Maître Raspail. Je rappelle, si vous avez des questions, donc 05 96 78 02 03 ou 06 96 26 04 60, Maître. On peut revenir deux mots justement sur les bâtiments d'habitation concernant, donc, alors, plus précisément, quelles sont les obligations du bailleur et du locataire du bail à terme? Alors, les obligations du bailleur sont de délivrer, de mettre à disposition des terres et des bâtiments qui sont libres, déjà. Donc, non occupés par un autre locataire. Donc, c'est vraiment un contrat d'exclusivité avec l'exploitant agricole. L'obligation s'accompagne de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. OK ? Et le propriétaire doit garantir la jouissance paisible. Le propriétaire ne doit apporter aucun trouble à l'exploitation. Par exemple, un propriétaire qui enlève une clôture
ne permet pas au locataire d'utiliser normalement la chose louée. Et s'il a des animaux dans un enclos et que le propriétaire vient enlever la clôture, les animaux peuvent partir et donc c'est une perte pour l'exploitant agricole. Donc l'entretien du bien loué et prise en charge des grosses réparations sont à la charge du propriétaire. Voilà. Les grosses réparations, c'est-à-dire les murs, des voûtes, s'il y a un immeuble bâti, une exploitation, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des murs de soutènement et clôtures, ce sont des charges de réparation qui incombent aux propriétaires. Les réparations locatives, comme les réparations de carreaux de chambre ou de planches de cloison, sont à la charge du locataire. Donc pour faire simple, grosse réparation incombe au propriétaire, petite réparation incombe au locataire. Voilà. Le propriétaire est également tenu de la garantie contre les vices cachés. L'obligation pour le bailleur s'applique au cas où l'altération de la chose est due à un vice caché. Et le vice doit empêcher l'usage des lieux. On avait vu ça il y a quelque temps déjà. Le vice caché, c'est celui qui rend l'usage tel que si on avait su au cours de l'existence du vice, on n'aurait pas peut-être à ce moment-là loué le terrain agricole ou l'immeuble bâti agricole. Voilà. D'où l'idée de faire les états des lieux. D'où l'intérêt de le faire. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement recommandé que pour moi, ça devient obligatoire pour protéger tout le monde d'ailleurs. Assurer, donc le propriétaire doit également assurer la permanence et la qualité des plantations. Notamment pour les vignes et les vergers. Bon, on n'a pas ça ici. Cependant, le propriétaire n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité des plantations de pommiers à cidre, de poiriers à poirées. Bon, on n'est pas dans le cas ici, ce ne sont pas nos cultures, mais on peut s'imaginer que s'il y a des orangers, s'il y a des mandariniers ou s'il y a des arbres fruitiers en fait qui sont exploités, que le propriétaire pourrait aussi assurer la permanence et la qualité de l'exploitation. Voilà. La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux détermine dans chaque département l'étendue et les modalités pratiques de la permanence et de la qualité des plantations. Voilà. Donc c'est vrai que en fait, si vous voulez, le propriétaire doit vérifier quand même que la terre est exploitée, quoi, et que c'est pas voilà. Et enfin, le propriétaire doit payer une prime d'assurance contre l'incendie des bâtiments et l'impôt foncier. C'est à lui qu'incombe l'impôt foncier. Et enfin, pour finir, il doit laisser chasser le locataire sur le fond loué. D'accord. Voilà. Et ce sera tout. Sauf s'il y a des questions des auditeurs ou de toi. Ouais. Donc voilà, on parle donc de bail rural. Donc voilà, qui donc le sujet, donc le thème du jour avec Maître Raspail. En Martinique, Maître, est-ce que en matière, on va dire, c'est respecté, je vais dire, juridiquement parlant, les baux ruraux? Mais écoutez, en tout cas, le tribunal paritaire des baux ruraux existe. Les audiences se tiennent régulièrement. Les agriculteurs et les propriétaires agricoles saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux. Donc c'est la preuve qu'il y a des litiges et des conflits relatifs à ces contrats et à l'exécution de ces contrats. Mais je pense qu'il y a encore à faire parce que c'est vrai que c'est une matière qui n'est pas très très connue et puis il y a une tendance à louer verbalement, mais je dirais même pas louer verbalement, je dirais mettre à disposition verbalement sans véritablement de contrepartie pour des petites parcelles. Enfin, petites parcelles ici, ça peut être déjà 1 hectare, 2 hectares. Et finalement, beaucoup de personnes âgées, propriétaires, préfèrent, parce qu'elles ont été agricultrices, ces personnes-là, préfèrent mettre à disposition à des agriculteurs jeunes des terres plutôt que de voir leur terrain envahi par les herbes. Et puis finalement ne se font pas payer la valeur de la terre. Donc ça arrange beaucoup les occupants qui ont l'autorisation, mais qui n'ont pas de droit, si ce n'est que l'autorisation. Donc c'est précaire pour eux. Et les propriétaires de ces terres se laissent un petit peu, j'ai envie de dire, avoir quoi, par ces occupants-là,
qui versent quand bon leur semble les fermages et qui exploitent énormément les terres, donc il n'y a pas vraiment de retour sur voilà. Donc c'est, je dirais, et puis bon, il y a beaucoup de gens aussi qui arrachent des herbes sur le côté comme ça, qui remplissent leur pick-up pour nourrir leurs bêtes, alors que peut-être que des terres pourraient être mises à disposition de ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup de terres qui sont encore envahies par les herbes, et qui des propriétaires pourraient aussi avoir l'idée, plutôt que de laisser leur terrain se laisser envahir par des herbes, si elles n'ont pas l'intention d'exploiter personnellement, mais vendre leur herbe à plusieurs agriculteurs, ou même à un seul. Mais là, on rentre dans le bail rural. Mais ce sont des moyens qui permettent de faire travailler la terre et faire entrer un peu d'argent chez les uns, et puis avoir l'opportunité d'aller à un endroit pour retirer son herbe, savoir que là on peut y aller, c'est autorisé, qu'on l'achète, et puis c'est pas cher, quoi, c'est pas non plus quelque chose qui va se vendre très cher. Et voilà, donc c'est vrai qu'ici les gens sont restés un petit peu dans la mise à disposition pour ne pas laisser la terre en jachère, quoi, en friche. Donc c'est vrai que ça manque de beau. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de réglementation entre ceux qui prennent l'herbe comme ça, un peu sur le bas-côté, mais qui appartient à quelqu'un, et puis ceux qui mettent à disposition sans vraiment attendre un retour, si ce n'est de voir que leur terre travaille. Voilà. Donc c'est un appel aux auditeurs et aux auditrices qui ont des propriétés foncières et qui voudraient en faire quelque chose. Il y a moyen de conclure des contrats en bonne et due forme, des contrats de petite durée. C'est pas la peine forcément de partir sur des 25 ans, des 18 ans ou des 12 ans, même 9 ans, ou alors effectivement faire des petits baux de petites parcelles qui ne sont pas conclus pour des durées longues. Voilà. Très bien. Merci donc Maître Raspail d'être passé dans nos studios pour À vos droits. Donc c'était donc le contrat du bail rural. On se retrouvera donc le 4e mercredi du mois pour un autre sujet. Dans 2 semaines, exactement. À bientôt. Merci, au revoir. À vos droits, votre nouvelle émission de conseil juridique et des formations présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Sur la Côte Caraïbe, votre radio 24h sur 24.